Nous allons entrer dans le thème 1 de notre cours d'option, comprendre un régime politique, la démocratie. L'introduction générale va consister à définir. Comment définir la démocratie? On peut faire référence, au départ, à la célèbre formule du président Abraham Lincoln, qui a été prononcée dans les années 1860. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. L'intérêt de cette définition est de revenir à l'étymologie grecque du mot démocratie, démos kratos, c'est-à-dire le pouvoir du peuple. À partir de là, beaucoup de questions quand même se posent. Cette formule soulève davantage de questions qu'elle apporte de réponses. La première question qui se pose, c'est de savoir si la démocratie est le meilleur des régimes, comme on le dit souvent. C'est une idée qui ne va pas de soi. Dans l'Antiquité, les penseurs comme Aristote, les philosophes du politique comme Aristote, qui distinguaient la monarchie, l'aristocratie et la république, pensaient que la démocratie n'était qu'une dérive de la République. La République étant le gouvernement de tous, dans l'intérêt général, la démocratie, elle, tendait à être la tyrannie des masses, de la majorité sur les minorités. Au XIXe siècle, des auteurs comme Benjamin Constant ou Alexis de Tocqueville ont repris cette idée que la démocratie pouvait présenter des dangers, des risques de la tyrannie des masses. C'est seulement au cours du XXe siècle, avec les excès et les désastres liés à des régimes autoritaires, à des régimes totalitaires qui ont bafoué la démocratie, qu'est arrivée l'idée que la démocratie était peut-être le meilleur des régimes. C'est cette formule, la démocratie est le pire des régimes, même à l'exclusion de tous les autres, on la doit à Winston Churchill. Et il faut rappeler le contexte dans lequel cette idée a été formulée. Winston Churchill prononce cette formule lors d'un discours à la Chambre des communes en 1947, alors qu'il a perdu le pouvoir. Et il enjoint les travaillistes, qui dominent désormais la politique, de bien respecter le mandat que le peuple leur a donné et de ne pas chercher à être les maîtres de la population britannique, mais à n'être que les serviteurs des citoyens britanniques qui les ont élus. De cette définition que donne Churchill et des exigences qu'il met en avant découlent les 5 caractéristiques fondamentales de la démocratie que nous allons expliquer. D'abord, la séparation des pouvoirs. Dans une démocratie, les 3 pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire, sont bien séparés les uns des autres, comme l'expliquait Montesquieu dans De l'esprit des lois. Ces pouvoirs sont séparés et doivent être équilibrés. C'est-à-dire que le pouvoir doit arrêter le pouvoir. C'est le système qu'aux États-Unis on appelle le check and balances. Cette séparation des pouvoirs doit être inscrite dans la Constitution et former la base de ce qu'on appelle un État de droit. Le deuxième élément, c'est le pluralisme politique, à savoir que s'installe dans une démocratie une compétition politique entre différents partis qui ont le droit de s'exprimer, de se présenter au suffrage des électeurs et qui alternent les uns les autres à l'issue d'élections qui doivent être libres et transparentes. La troisième caractéristique, c'est celle du mandat électoral, c'est-à-dire que les électeurs confient un mandat électif, un mandat représentatif à des élus qui doivent en toutes circonstances le respecter. Dans certains pays, il existe des mandats impératifs, comme par exemple en Afrique du Sud, ou en Inde, ou même en Allemagne pour l'élection au Bundesrat. Mais la plupart du temps, le mandat repose sur la confiance que les citoyens vouent à leurs représentants. Quatrième caractéristique, c'est le débat public. Le débat public doit être ouvert, transparent, avec une information qui circule, déjà à la verticale, à savoir que les gouvernants doivent informer les citoyens de la pratique des affaires publiques et inversement, les citoyens faire remonter vers les gouvernants, donc de bas en haut, leurs revendications. L'information et les débats doivent aussi circuler à l'horizontale, entre les différents groupes de citoyens constitués. Dernière caractéristique, le respect de la vie privée. C'est une idée très très importante qu'on reverra dans une séance à venir avec les travaux de Benjamin Constant. Il est très très important que dans une démocratie, on ait la séparation
entre la sphère publique et la sphère privée, par opposition à tous les régimes totalitaires qui ont tendu à englober la sphère privée dans l'espace public, contrôlé par les autorités publiques, qui s'immisçaient dans la sphère privée pour tenter de forger l'homme nouveau. Ici, l'idée, c'est que la démocratie repose sur le respect de la liberté individuelle, des libertés individuelles, ce à quoi est attaché Benjamin Constant. La démocratie, ce n'est pas seulement un ensemble de libertés politiques, mais aussi un ensemble de libertés individuelles. On peut dégager de toutes ces analyses la définition selon laquelle la démocratie est un régime de souveraineté populaire. Mais la grande problématique qui se pose, et qu'on va évoquer dans le Grand 3, c'est de savoir comment associer le peuple à son gouvernement. Dans l'Antiquité, lors de l'invention de la démocratie, il s'agissait de systèmes de démocratie directe, comme on le verra avec l'exemple de l'Athènes du 5e siècle, avec notamment la grande figure de Périclès. À l'époque, l'ensemble des citoyens, donc des libres, étaient associés au gouvernement de la cité, avaient accès aux différents mandats électifs, débattaient ensemble lors de l'Assemblée, lors de la tenue de l'Assemblée, de l'Ecclésia, et pouvaient exercer directement les fonctions démocratiques, même si on verra qu'il y a des limites, que le corps civique était restreint et que certains mandats, comme la stratégie, n'étaient pas accessibles aux pauvres. Cela dit, cette démocratie directe qui représentait une sorte de modèle absolu n'est plus possible de nos jours, avec l'extension du corps des citoyens, du corps électoral. Les citoyens doivent voter pour des représentants en vertu d'un mandat électif représentatif. Donc on oppose parfois cette démocratie ancienne, directe, à la démocratie nouvelle, représentative. En réalité, les deux peuvent se mélanger. L'idée étant que même dans une démocratie représentative, les citoyens, par l'intermédiaire d'outils politiques comme le référendum ou comme la pétition, peuvent également participer directement. L'idée étant de faire des synthèses entre ces deux grands types de démocratie. Toutefois, il reste une tension très très importante entre ces deux types, comme le montre Pierre Rosanvallon dans un ouvrage de 2000, La démocratie inachevée. Si on prend l'exemple français, depuis la Révolution, il y a une tension entre deux principes de souveraineté. La souveraineté principe, justement, qui est passive, c'est-à-dire que les citoyens n'agissent pas politiquement au-delà du moment des élections, et la citoyenneté active, la souveraineté active qui les amène à s'engager dans la vie civique, notamment par le biais d'associations, de partis politiques ou de collectifs, de syndicats. De cette tension naît un certain nombre de frustrations. À partir de la Troisième République, Pierre Rosanvallon explique que la France a inventé une forme de démocratie semi-directe, semi-représentative, qui est peut-être le moins mauvais des régimes possibles, mais qui génère des frustrations. D'autant plus que sous la Ve République, on assiste à une concentration de plus en plus forte du pouvoir aux mains de l'exécutif. C'est de ce type de tension et de frustration que naissent les contestations, aussi bien celles de mai 68 qu'aujourd'hui celles des Gilets jaunes, si bien que la voie d'une démocratie moyenne, équilibrée, le rappelle Pierre Rosanvallon dans sa conclusion, est un chemin très difficile.